Vous connaissez des Vénus peintes, des femmes nues, offertes au regard, qui pouvaient provoquer des scandales selon la pose ou l'attitude, ou pas d'ailleurs, ça dépend des époques. Mais on a également des équivalents masculins, des héros, des dieux, des athlètes, des modèles, comme dans l'œuvre Éternellement jeune de Frédéric Bazille que nous allons voir. Le pêcheur à l'épervier, c'est une huile sur toile d'1,34 m de haut par 83 cm de large, peinte en 1868, refusée au salon annuel de 1868 car jugée scandaleuse. Elle est signée et datée en bas à droite et actuellement conservée à Zurich, en Suisse, à la Fondation Rau pour le tiers-monde. Et alors qu'est-ce que vous y voyez? À la lisière d'une forêt, dans une atmosphère d'après-midi, près d'un cours d'eau, deux jeunes hommes. Le sujet principal est ce jeune homme, bien proportionné, brun, les cheveux bouclés, à la barbe de 3 jours, une petite moustache, sportif et qui s'apprête à lancer son filet. C'est un filet plombé nécessaire à ce qu'on appelle la pêche à l'épervier. Il faut une certaine force et une technique pour lancer le filet qui tombe et forme un large cercle dans l'eau qu'il suffit de ramener sur la rive. En arrière-plan à gauche, des maisons aux toits typiques de ces régions du Midi. Au fond à droite, un large cours d'eau exposé qui fait écho à ce petit cours d'eau du premier plan. Au plan médian, des arbres et ce jeune homme assis dans l'herbe qui achève de se déshabiller pour rejoindre son ami. Et on arrive alors au vrai sujet, le premier plan, avec ce cadrage qui est organisé autour de ce jeune homme à la pose immobile, mais dont tout l'élan, toute la tension du corps est dirigée vers la droite. Les diagonales que l'on peut créer à partir des angles centrent et orientent le regard du spectateur évidemment sur les fesses de ce jeune homme. Mais ce personnage a aussi une dignité antique, soutenue par ces verticales marquées des arbres qui renforcent la propre stature, la droiture du modèle. Ce tableau, c'est aussi une texture particulière, avec une étude de la lumière, de la couleur et de la touche, qui n'a plus rien à voir avec la touche académique qui est à la mode à ce moment-là, et qui dépasse, qui va un peu plus loin que la touche du grand maître moderne qu'est Manet. Cette texture particulière, c'est conjointement un travail sur la lumière et la couleur. La scène se passe à l'ombre des arbres, où de vifs traits de lumière créent un contraste étonnant, mais l'ensemble de la peinture reste claire, reste lumineuse. Et au premier coup d'œil, on comprend que chez Bazille, c'est tout un travail sur le soleil du sud qui est important. Le corps vu de dos de notre jeune homme est éclairé, ce qui crée encore un effet de contraste avec cette zone tampon du sous-bois tamisé. Pour renforcer ces effets de lumière, Bazille utilise aussi la couleur. En bon impressionniste, il sait jouer du ton sombre et du ton clair, d'autant plus quand les petites touches vives et lisibles s'affrontent. Alors la touche du pinceau chez Bazille est moins pressée que la touche contemporaine de Monet ou de Sisley. Cependant, même si cette touche est plus sereine, elle n'en est pas moins caractéristique de la touche impressionniste. Ici, dans les arbres, une touche, un tout petit coup de pinceau égale une feuille. Et là, sur l'herbe, on a non seulement un merveilleux contraste entre le clair et l'obscur, mais on distingue également la touche impressionniste et la vivacité des coups de pinceau de Bazille. C'est la naissance de la touche impressionniste devant nos yeux, la transition entre la technique classique et la technique moderne. Le traitement du paysage, avec ses couleurs du vert et du jaune, tout ça, ce sont les caractéristiques de l'impressionnisme. Mais le traitement du personnage et de son corps est bien plus classique, c'est encore une phase de recherche. La couleur de la chair est bien plus nuancée, plus modelée, il n'y a pas de vraie décomposition des tons comme on le retrouverait dans la période impressionniste triomphante, et le corps reste isolé de cette ambiance verdoyante. Et c'est en cela qu'on comprend que Bazille est encore attaché à une certaine technique picturale et qu'il est en phase de questionnement. Mais malgré cette tradition respectée, ça ne reste pas moins une scène de nu moderne. Parce que c'est quand même un sujet neuf pour l'époque. Bon, c'est une célébration de l'été avec des jeunes gens en vacances, hein, on pourrait dire avec anachronisme. Si vous voulez, par transposition, aujourd'hui on va avoir une bande de jeunes qui va louer un appartement en bord de mer pour une semaine de vacances après une année d'économie. Bon bah là c'est un peu le même principe mais au 19e siècle. Alors aujourd'hui, ça nous paraît d'une autre époque, mais en réalité, cette scène, elle est intemporelle. Les vêtements ne permettent pas spécialement de déterminer une date, le décor encore moins, et c'est aussi l'intérêt de traiter le nu par rapport à d'autres genres. Ce qui peut mettre mal à l'aise encore aujourd'hui, c'est l'actualité du sujet, l'aspect contemporain de ce jeune homme que l'on peut retrouver au détour d'un bosquet. Alors, moi, à titre personnel, j'ai absolument aucun problème avec les naturistes, enfin, puis les gens font bien ce qu'ils veulent, de toute façon on s'en fout. Enfin, à partir du moment où tu te balades pas à poil à côté d'une école, n'importe où, il faut pas trop de problèmes de mœurs. Mais c'est vrai que si je me balade en forêt et que je vois quelqu'un en train de pêcher tout nu, eh ben, n'étant pas habitué, je ne peux pas faire autrement que de le remarquer. Donc voilà, c'est
le réalisme de la scène plus que le réalisme du corps qui aura choqué, gêné cette année 1868. Parce que voilà, c'est une scène de la vie courante, ce n'est pas un héros grec ou un athlète, et en plus sur un tableau d'1,34 m quand même, donc ce n'est pas un petit format. Ça signifie qu'on ne peut pas faire plus introspectif, plus voyeur aux yeux des spectateurs de l'époque. Même si Basile peint son modèle à l'avance en atelier, donc bon, il décide de ses poses, il cherche quelque chose de psychologique plus que de scientifique comme les autres impressionnistes déjà à ce moment-là, eh bien le fait est que faire un nu avec un vrai modèle, peint dans la nature même si l'image semble intemporelle, eh bien ça choque. L'idée, jusqu'au début du XXe siècle, c'est que la peinture, c'est le médium noble de l'art. Donc évidemment, représenter un pêcheur tout nu, c'est une scène très triviale, et bien voyez-vous, ça gêne un peu l'ordre établi. En peinture, le thème du nu n'implique pas forcément l'idée d'érotisme, même si là, clairement, le modèle peut vraiment l'inspirer. Après, ça reste une conception personnelle. Dans l'idée commune, dans l'idée de la société qui a l'habitude de se rendre dans les salons et de voir de la peinture, l'idée c'est que le nu est une référence noble à l'Antiquité. Et Basile fait appel à la référence antique, comme les artistes de la Renaissance qui réintroduisent le sujet du nu comme thème artistique à partir des nus grecs et romains qu'ils connaissent, eh bien Basile est dans la même démarche. Mais chez Basile, il y a un dépassement du nu académique. L'académisme qui va chercher une restitution de l'Antiquité, Basile ne cherche pas à retrouver l'Antiquité, à la restituer, mais il cherche à la réinventer dans son époque. Et dans ce tableau, eh bien, il montre que l'homme moderne est également une image d'une beauté idéale, et son paysage va renforcer la profondeur de cette interprétation. Cet homme idéal évolue dans un paysage parfait, une nouvelle Arcadie, depuis celle présentée par Poussin bien sûr, et cette Arcadie, eh bien, c'est le sud natal de Basile. Parce qu'il y a quand même une douceur de vivre qu'on ne trouve pas, et que Basile ne trouve pas à Paris, là où il passe plus de la moitié de son année. Ce tableau du pêcheur à l'épervier sera suivi de la célèbre scène d'été de 1869, exposée à la Salon de 1870. C'est en quelque sorte un développement de son image du pêcheur. Mais bon, les maillots de mareyeur, ça fait beaucoup moins intemporel, ça fait très loisir populaire de la fin du 19e, et donc on peut faire une interprétation plus franche pour nous, et le public de l'époque, eh bien, vous imaginez bien, qu'il en sera encore plus choqué. Même si Basile ne cherchait pas absolument à choquer, c'était pas une racaille de l'art. Il naît à Montpellier en 1841. Tiens, la même année que Berthe Morisot, comme c'est étrange. Il naît dans une famille riche, encore un point commun. Il fait des études de médecine, mais il a un talent pour le dessin. Donc il va copier les maîtres du musée Fabre de Montpellier, un musée avec une collection particulièrement belle encore aujourd'hui. Mais pour progresser en tant qu'artiste, eh bien, c'est Paris. Donc le voilà parti, en 1862, il se retrouve dans l'atelier de Charles Gleyre, où il rencontre Monet, Renoir et Sisley, les futurs impressionnistes. C'est une génération qui va renouveler les arts. En 1864, l'atelier de Gleyre ferme et Basile paye, avec l'aide de ses parents, son propre atelier. Et Basile va partager cet atelier avec Monet, puis avec Renoir, et là on note le rôle humain considérable de Basile pour le mouvement impressionniste, parce que clairement sans Basile, ces deux maîtres de l'impressionnisme se seraient retrouvés à la rue, et Dieu sait ce qui serait advenu de leur art et de leur nom. Et les étés, eh bien Basile revient à Montpellier et retourne dans la demeure familiale, donc là où il va pouvoir peindre Notre pêcheur, puis la scène d'été. C'est un artiste qui a touché à tous les genres, le portrait de groupe, la nature morte, le paysage, la scène de genre, la scène biblique pour son dernier tableau, mais il écrit aussi, il compose un peu de musique également. Et ce qui est le plus terrible, c'est qu'il meurt jeune. Notre tableau est un tableau qu'il peint 2 ans avant sa mort, et pourtant c'est un tableau plein de promesses pour l'avenir de l'art. Il meurt au combat dans cette foutue guerre franco-prussienne en novembre 1870, à 28 ans, donc 8 jours avant son anniversaire et 4 ans avant la première exposition impressionniste. Il n'a vendu aucune toile de son vivant, grâce à sa famille il n'avait pas trop besoin d'argent, il était même plutôt mécène pour ses amis, et quand on sait ce que ses amis sont devenus, on ne peut que regretter sa mort précoce. Souvenez-vous de Frédéric Basile, qui incarne la jeunesse de l'impressionnisme et l'ami fidèle des grands noms du mouvement, et de lui, le paysage, la lumière, la couleur, la touche libre et impressionniste, et également le corps idéal, la référence à l'antique et la scène moderne. Frédéric Basile, c'est la réflexion et le pont entre l'art officiel et l'art des avant-gardes à la fin du 19e siècle. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne. C'était Nicolas pour vous servir, et j'espère vous revoir très bientôt sur Arcotech.